crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la dernière classique de l'année, la classique aux feuilles mortes, le Tour de Lombardie, direction l'Italie, la pasta évidemment, pour cette course qui s'annonçait absolument épique puisqu'on avait un plateau extrêmement relevé avec des classic man d'immenses talents, avec Julien Alaphilippe, avec Valverde, avec des coureurs qu'on retrouve souvent dans les classiques, Michael Woods notamment, Bardet et Gaudu. On avait également du très très fort avec Tadej Pogačar, Primož Roglič bien évidemment. Enfin, le plateau était absolument exceptionnel. On avait même en prime Remco Evenepoel qui avait été plutôt intéressant ces dernières courses. On attendait de voir au très 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 haut niveau avec les tout meilleurs ce qu'il allait être capable de donner. On avait été un petit peu déçus de lui sur les grosses courses à part le championnat d'Europe. On avait également Vincenzo Nibali, double vainqueur de cette classique. Bref, le décor était planté, le parcours avait été un petit peu changé, la descente du mur de Sornano a été évincée, retirée du parcours, et la dernière ascension du jour, c'était le Passo di Ganda, à 30 km de l'arrivée, avec un pourcentage de 7% sur 9 km. Et à 3 km de l'arrivée, on avait une petite côte, le Colle Aperto, 1 km 300 à 7%. Cette course a été très très belle, c'était une très très jolie course et je vais venir sur le vainqueur tout de suite. Enfin, victoire de Tadej Pogačar devant Fausto Masnada et Adam Yates qui avait été très très fort sur Milan-Turin, il avait fait péter tout le monde, sauf Roglič qui était indécent de facilité. Primož, il regardait, il revenait et puis il se baladait clairement. Et Yates fait 3e devant Roglič 4, Alaphilippe 6, c'était un petit peu court pour espérer mieux lors de cette course, mais Tadej Pogačar est un phénomène unique en son genre. Franchement, je sais pas quand nous a été donné la possibilité déjà de voir un mec à ce niveau-là. C'est juste surréaliste. Le mec vient de gagner 2 monuments dans la saison entre Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Il a accessoirement aussi gagné le Tour de France. Enfin, là, tu tapes des sphères qui sont... là, tu retournes dans les années 70 avec du Merckx. Enfin, c'est juste absolument monstrueux ce qu'a fait Tadej Pogačar. Et encore une fois, il a été à l'attaque dans son tempérament, dans son style caractéristique. Il a attaqué à plus de 30 km de l'arrivée dans le Passo di Ganda et personne n'a été capable de le suivre. Et Dieu sait que derrière, il y avait du monde. Alors, est-ce que c'était une erreur stratégique ? Est-ce que certains n'avaient pas la giclette ? Enfin, quand tu vois ce qu'il a lâché, c'est-à-dire Yates, Roglič, Alaphilippe, Valverde, Woods... waouh quoi, le niveau des mecs est censé être suprême quoi. Evenepoel avait déjà été un petit peu lâché, n'était de toute façon pas assez fort, mais le niveau des mecs qu'il a lâché derrière, alors je l'ai pas trouvé aérien Pogačar, honnêtement, par rapport à l'impression visuelle qu'on avait lors du Tour de France, mais alors oh là là, ce qu'il a été costaud, et stratégiquement c'était bien joué. Alors derrière, à ne pas sous-estimer Fausto Masnada, qui a été juste magnifique, puisqu'il a d'abord roulé pour Julien Alaphilippe, il se mettait à la planche pour tenter de limiter l'écart sur Pogačar, et après il est revenu sur Pogačar en bouchant plus de 30 secondes quand même. Énorme l'Italien, mais au sprint de toute façon on sait que Pogačar il a une giclette absolument impressionnante, et il a réglé ça très très facilement. Mais le phénomène Pogačar arrive dans le cyclisme, et année après année, on est de plus en plus abasourdi. C'est-à-dire que en 2019, pour ceux qui suivent pas trop le cyclisme, on le découvre, on le redécouvre, parce que voilà, 3 victoires sur la Vuelta. En 2020, il y a cet événement sur la planche des belles filles où il renverse le Tour de France devant ce bon vieux Primož. Et là, cette année, il écrase le Tour de France, il gagne Liège, il gagne le Tour de Lombardie, il gagne 3 étapes sur le Tour, il est monstrueux sur un contre-la-montre. Enfin voilà, Tour des Émirats Arabes Unis, Tirreno Adriatico, il a été meilleur grimpeur. Enfin, je veux dire, le mec est sur une autre planète. C'est juste fou. C'est juste fou parce que arriver à son jeune âge à avoir un tel niveau de contrôle, de sérénité, de puissance, de force,
C'est juste unique en son genre. Et franchement, on est verni de voir ce mec. Alors, je mets de côté toute considération de dopage ou autre, ou d'embrouille qu'il peut y avoir autour de son équipe UAE. Bref, le mec, depuis qu'il a 10 ans, c'est le meilleur dans son sport, et il arrive chez les pros et il pète tout. Mais quand je dis il pète tout, c'est-à-dire il fait des trucs qui étaient plus faits depuis 50 ans. Enfin, voilà, déjà gagné 2 monuments. Enfin, je veux dire, cette année, Pogačar s'est forgé un palmarès meilleur que certains cyclistes, enfin que la plupart des cyclistes sur l'entièreté de leur carrière. Enfin, cette année, Pogačar a gagné 2 monuments et un grand tour. Point. Fini. Enfin, il y a même pas. Et puis dans son attaque, comme j'ai dit, personne n'a été capable de le suivre, alors que tout le monde avait l'air d'être dans le dur, fatigué. Il faut pas l'oublier qu'on est en fin de saison, que voilà, mais il y a eu le championnat du monde, il y a eu un Paris-Roubaix avant. Enfin, il s'est passé tout un tas de choses. Puis dans la semaine, il y a eu la Coppa Bernocchi, il y a eu Milan-Turin. Enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de courses, donc les organismes étaient éreintés, et lui, à ce moment-là de la saison, c'est celui qui est le plus fort, et c'est honnêtement sidérant. Alors, derrière lui, je vous avoue que j'ai été un petit peu surpris de voir Primož Roglič, que j'avais trouvé impressionnant de facilité dans Milan-Turin, pas capable de suivre Tadej Pogačar. Ouais, je pensais qu'il serait capable et qu'il serait vraiment. Et puis on le voyait, il était alors en queue de groupe. Alors est-ce que c'était parce qu'il attendait parfois le retour de Jonas Vingegaard? Roglič, pour moi, était très très costaud, et sur les courses d'un jour, il montrait vraiment que c'est un client de façon. Primož, il est tout le temps là. Il avait gagné Liège, il a gagné Milan-Turin, et là, il a été pas capable, et pourtant, il a une giclette logiquement. Roglič, qui est très très impressionnante, hein, au sprint sur une classique, t'as pas envie de l'avoir avec toi, Primož. Et là, il a pas été capable de le suivre. Donc je pense que c'était juste éreintant pour tout le monde, et celui qui a eu ce petit surplus de force, je sais pas si c'est de talent, de puissance ou un truc suprême, ça a été Pogačar. Et quand tu vois qu'un mec comme Fausto Masnada a eu la puissance de revenir, je sais pas si c'est entre le manque de fraîcheur des grands leaders qui ont une saison très très longue, très compliquée, avec le Covid qui s'est étiré, il y a quand même eu des grands tours qui sont passés par là, ou un enterrement de première classe aussi, parce qu'on a vu que Adam Yates, très costaud à Milan-Turin, très costaud là encore quand il s'est mis à accélérer, mais il n'y avait personne pour passer devant lui. Les gars ont derrière peut-être pas voulu retenter d'attaquer, parce qu'il y avait encore une ascension d'1 km 300 à 3 bandes de l'arrivée, et Yates c'était très fort, et t'as pas envie de rouler pour les mecs forts, hein. On le voit souvent sur les classiques, les mecs très très forts, quand ils arrivent pas à lâcher les mecs qui s'accrochent, ça devient très compliqué parce qu'ils s'épuisent. On a notamment souvent vu ça avec Peter Sagan. Cette année, on a vu ça 2 fois avec Mathieu Van Der Poel, qui perd Paris-Roubaix le Tour des Flandres, notamment peut-être à cause de ça. Et là, quand t'as des mecs juste dans ce groupe où t'as Yates, Roglič, Valverde, Alaphilippe, Bardet, Woods, Godu, il y en a qui ont pas envie de faire l'effort, et je pense évidemment à Godu, Bardet, Woods, qui sont extrêmement forts pour rester avec ces mecs-là, mais ils se disent de toute façon au sprint on peut pas les battre, les Roglič, Valverde, Alaphilippe, et on n'a pas la force pour passer un relais, donc on ne roule pas, et c'est logique. Donc je pense qu'il y a eu un petit côté enterrement de première classe, et Julien, pour parler un petit peu de notre champion du monde national, je pense juste qu'il était trop court. Voilà, il avait pas le jump, parce que on le sait, Julien, il a une intelligence de course sur les classiques qui est extrêmement élevé, hein, il les maîtrise très très bien. Tu gagnes pas 2 championnats du monde comme ça, en sachant pas quand attaquer, qui. Il savait très bien quelle était la force de ses adversaires. Il avait peut-être même dû voir que ils étaient peut-être tous pas au mieux, parce que dans le peloton ils se connaissent tous, hein. Enfin je veux dire, que ce soit Roglič, Valverde, Yates, Alaphilippe, ils passent je sais pas combien de jours par an ensemble dans le peloton, donc ils arrivent très bien à reconnaître quand il y en a un qui a la bonne jambe et l'autre qui a pas la bonne jambe, et ils étaient peut-être tous à peu près au même niveau. Il y en avait pas un qui était capable de suivre l'attaque de Pogačar, et encore moins après celle de Fausto Masnada, et Julien elle est peut-être de toute façon pas roulé sur son coéquipier, mais ouais, je pense que Julien il avait pas le jump aujourd'hui, et c'est dommage, parce que c'est vraiment une classique qui correspond à ses capacités, à ses caractéristiques, voilà, des
côte raide, ou quand il faut faire une attaque, il faut que ce soit violent, intense, court, ça lui correspond plutôt bien. Et là, il fait 6ème. Bon, au sprint, il se fait régler par Yates, Valverde et Roglic. Je sais même pas s'il a pu être à fond, mais de toute façon, lui, il joue la gagne. Et s'il avait pu suivre l'attaque de Pogačar, je suis certain qu'il l'aurait suivi, parce que à ce moment-là, dans la dernière grosse difficulté, tu laisses pas partir Pogačar tout seul, parce que tu sais que dans la vallée, ça va pas forcément très bien s'entendre entre les favoris, et le mec, Pogačar, il craque jamais. Donc si c'est une erreur stratégique, elle est juste énorme, et je pense pas qu'il se soit permis de faire cette erreur stratégique. Je pense que c'était juste une question de physique, et le physique à ce moment-là, notre bon Julien ne l'avait pas, mais ce n'est que partie remise. Notre ami de Saint-Amand-de-Moron, on va le retrouver évidemment l'année prochaine sur les classiques, que ce soit Milan-San Remo, l'Estrade Bianche, peut-être même la classique à San Sébastien, et puis évidemment Tour de Lombardie qui fait partie de ses objectifs, parce que c'est des monuments et qu'il veut continuer d'inscrire son nom sur les plus grandes courses du monde. On avait un plateau relevé de façon exceptionnelle pour clôturer cette saison de vélo. Cette saison se finit c'est comme un coup d'œil de l'histoire sur une victoire de Pogačar qui vient signer, paraffer une dernière fois de son saut cette saison. Lui qui, je sais pas s'il révolutionne le cyclisme, mais qui en tout cas le met à sa page, la page Pogačar. Il marque de son sceau le cyclisme moderne, et croyez-moi, Pogačar, on en prend pour quelques années, parce qu'il faut pas l'oublier, le gamin n'a que 23 ans, pour l'instant on ne l'a vu que sur le Tour de France, on risque de le voir sur le Tour d'Italie et la Vuelta. Pogačar, on en prend pour des années. Profitons des dernières années de Primož Roglič, qui lui est malheureusement un petit peu plus âgé, il a 31 ans. Les Yates, les Valverde, on les retrouvera sur les classiques, sur les grands tours, et nous on se retrouvera pour parler vélo et pour parler sport. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.